qui fait partie d'un cycle de séminaires. Bon, je n'ai pas parlé anglais, moi. Je passe à parler anglais, là, pendant que je parlais. Une série de webinaires que met en place ESPT. Donc, nous en sommes au 5e, 6e, je ne sais plus. Enfin, on en a prévu au moins 5 ou 6 par an. ESPT est une association qui a été fondée par Laurent Elgozi, qui est présent d'ailleurs aujourd'hui. Donc, j'ai un peu de scrupules. Moi, je suis comme Saint Jean-Baptiste devant Jésus, là. Hein. Je ne suis pas digne de dénouer les lacets de ses sandales. Mais ESPT a comme vocation, donc c'est une association d'élus, de promouvoir le rôle des élus locaux dans la santé. La santé au plus près des citoyens, avec des actions liées beaucoup à la prévention, à l'inégalité les inégalités sociales et territoriales en santé, une association qui s'est appuyée sur les contrats santé-ville, puis les contrats locaux de santé, donc qui travaillent en partenariat avec l'État et les autres collectivités territoriales, et qui a je dirais, pour spécificité d'être des élus engagés. Souvent, nous sommes des professionnels qui avons travaillé dans le monde de la santé en grande partie et qui voulons promouvoir une santé au sens de l'OMS, hein, c'est-à-dire parfait état de bien-être physique, moral, mental et social. Et donc, ESPT veut porter ce message que portent d'autres, mais nous sommes des gens de terrain, donc sur des cas pratiques, pour faire avancer les pratiques, pour faire évoluer les mentalités. Alors, à ce titre-là, nous organisons comment dire, une journée nationale d'études, généralement tous les ans. Nous organisons un certain nombre de webinaires, à peu près 6 par an. Nous avons commencé à faire des réunions régionales, donc l'an dernier en Aquitaine et puis cette année probablement en Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons une newsletter et puis nous avons des échanges à travers des groupes de travail, de réflexion sur lesquels vous pouvez participer, bien évidemment. Alors, il y a des élus en charge de la santé dans le cadre de mandats municipaux, mais il y a des élus ou des personnes intéressées par la santé qui peuvent venir. Donc, voilà. Par contre, moi, je suis encore qu'un jeune président, donc mon vieux maître, Laurent Elgozi, peut rajouter, s'il le veut, des renseignements parce qu'il est beaucoup plus persuasif que moi. Donc, Laurent, je vous laisse la parole. Non, mais j'ai rien à rajouter à ce stade. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je me réjouis que Élus Santé publique et Territoire perdure, que la relève ait été assurée par des élus qui y croient, qui mettent en œuvre des politiques locales et qui plaident pour que ça devienne une réalité un peu partout, parce que je suis évidemment convaincu que ce qui ne se fait pas au niveau national doit se faire au niveau local, y compris, et c'est de ça dont on va parler, la santé dans toutes les politiques. Donc, merci d'avoir repris le flambeau et de continuer à le porter vaillamment. Merci beaucoup, Laurent. Oui, Gilbert? Non, Véronique, Très bien. Mais ce que je vous propose, c'est que je donne la parole cette fois à Yves Charpak, qui va rentrer à travers ses propos introductifs et son expérience, comme je le disais tout à l'heure, qui est à la fois à l'international, qui est à la fois au niveau européen, qui est à la fois au niveau national. Pourquoi on a choisi aussi ce sujet, la santé dans toutes les politiques publiques, et on aura donc Laurence Varin qui interviendra donc après Yves Charpak. Laurence est un doctorat en droit public à l'Université de Paris-Cité, actuellement donc à l'Institut de droit et santé.
Donc, elle nous parlera de l'origine de la démarche La santé dans toutes les politiques, le cadre juridique en Europe et en France. Et Laurent, donc déjà largement introduit, donc fondateur et président d'honneur d'Élus Santé publique et Territoire, comment on décline concrètement cette approche transversale dans toutes les politiques publiques au niveau communal, est-ce qu'on peut en dessiner les limites, les difficultés, mais aussi les facteurs de réussite à travers cette expérience riche. Yves, je te laisse la parole. Merci à vous tous de nous rejoindre. Alors, je vais faire une courte introduction sur la base de mon expérience. Aujourd'hui, je suis élu dans une toute petite ville de 750 habitants en Seine-et-Marne qui s'appelle Larchant et membre de SPT, une des petites communes de SPT. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que toutes les actions locales dans ma commune contribuent ou pas à la santé, mais la santé est rarement évoquée autrement que comme l'accès aux services de soins dans les endroits où ils se trouvent, en dehors de la commune. C'est un constat, ce n'est pas une critique, ça illustre l'absence habituelle de référence à la santé lorsque l'on parle d'urbanisme, de sécurité, de mobilité, d'autonomie, d'aide sociale, d'agriculture, d'alimentation, de traitement de l'eau, etc. et même de protection incendie, par exemple. Alors, dans le passé, j'ai été un évaluateur du système de santé, comme chercheur puis comme consultant. Et en 2000, j'ai rejoint l'OMS, le Bureau Europe qui couvre 52 pays, dont ceux de l'Union européenne. J'ai eu la joie de me plonger dans ce maelstrom de réflexion sur tout ce qui contribue à la santé, en particulier en dehors du système de soins. En réalité, le rôle principal de l'OMS, au-delà de collecter et mettre en forme de l'expertise internationale, c'est aussi d'aider les ministres de la Santé des pays membres à se positionner vis-à-vis de leur gouvernement comme porteurs d'une autre parole que la gestion de la distribution des soins. Ils ont souvent du mal à s'imposer lorsqu'ils tentent de le faire. Et parfois, ils refusent. Je vais vous raconter une anecdote. Ce ministre de la Santé des USA, qui, lors de l'Assemblée mondiale de l'OMS en 2004, s'est opposé à une recommandation de l'OMS pour que les aliments contiennent moins de sucre, de sel et de corps gras. Il a ajouté « Nos industries sucrières m'ont demandé que l'OMS ne se mêle pas de ça ». Donc, vous voyez, ce n'était pas gagné. Ensuite, lors de la présidence de l'Union européenne par la Finlande, le thème qu'ils ont choisi, la présidence de l'Union, oui, par la Finlande, le thème qu'ils ont choisi était la santé dans toutes les politiques. Notre bureau européen y a travaillé avec eux au sein de l'Observatoire européen des politiques et systèmes de santé, qui existe toujours et qui est très mal connu en France, malheureusement. Laurence Varin vous parlera des traités européens actuels qui intègrent l'idée de protection de la santé dans toutes les politiques. Pourtant, lorsque je suis rentré en France en 2007, j'ai essayé de convaincre mes collègues de santé publique, dont la SFSP, Société française de santé publique, dont j'étais vice-président, que c'était un outil formidable de promotion de la santé publique pour rappeler à nos dirigeants qu'ils sont engagés par un traité européen pour plus de coopération transsectorielle, plus d'interministérialité, etc. J'ai fait la même chose au Haut Conseil de la santé publique et au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie où j'ai siégé, mais sans susciter plus qu'un intérêt amical. Donc, merci à Laurence Varin et Laurent Elgozi de nous faire un état des lieux de cette idée essentielle aujourd'hui. Et je repasse la main à Véronique. Écoutez, Laurence, c'est à vous. En plus, vous avez donc une présentation. C'est vous qui partagez, c'est Étienne qui partage. Alors, je peux partager. Est-ce que ça marche? Vous voyez ça va charger. Ça va charger, oui. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne? D'accord. Oui, juste à se mettre en diaporama et c'est parfait. Ah oui, effectivement. Alors, c'est ici. Un petit instant. Voilà, est-ce que c'est bon comme ça? Voilà, c'est parfait. Alors, tout d'abord, je remercie Gilbert Angard, Véronique Garnier, Laurent Elgozi et Yves Charpak pour la sollicitation et l'invitation aujourd'hui pour venir parler avec vous. Je suis très heureuse d'être ici pour pouvoir échanger avec vous tous sur la santé dans toutes les politiques. Alors, pour commencer, je vais vous parler de l'Australie où il y a quelques années, un projet de grande ampleur a démarré afin de construire le second aéroport de Sydney qui est censé ouvrir ses portes en 2026.
Et pour ce projet colossal, beaucoup d'experts ont été mobilisés et surtout aussi des experts sanitaires. Et les agents de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui étaient mobilisés aussi dans ce grand projet ne percevaient pas initialement la dimension sanitaire des aéroports. Ce qu'on peut comprendre, puisque c'est vrai qu'à première vue, il n'y a pas forcément de lien évident. Mais quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit que les personnes qui transitent par un aéroport peuvent être exposées à différents facteurs qui vont affecter leur santé ou leur bien-être, notamment les nuisances sonores, la pollution générée par les avions, mais aussi la surpopulation, l'attente, etc., qui peut générer de la fatigue, de l'anxiété. En plus, toutes les populations qui vivent dans les environs de l'aéroport sont elles aussi concernées par ces nuisances. Donc, la santé dans toutes les politiques, c'est ça, c'est le fait de se poser la question lorsqu'on met en œuvre un projet d'une ampleur plus ou moins grande sur les impacts que ça aura sur la santé. Donc, c'est une approche transversale de la santé publique reconnue au niveau international. Et donc, je vous mets ici la définition officielle qui a été adoptée par les États membres de l'OMS. Donc, je vous laisse un instant pour en prendre connaissance. Donc, il s'agit d'une approche évidemment intersectorielle qui est censée être systématique. Donc ça, on en reparlera, mais c'est toute la difficulté de la chose, bien sûr. C'est très difficile. Et donc, l'idée est de tenir compte des conséquences que chaque décision politique aura sur la santé. Donc, l'idée est de chercher des synergies, donc de privilégier des situations gagnant-gagnant entre les intérêts de différents secteurs de politique. Justement, c'est ça aussi la difficulté, c'est parfois de faire converger des enjeux qui n'étaient pas initialement, qui n'allaient pas forcément ensemble. Tout cela dans deux objectifs, l'amélioration de la santé et de l'équité en santé. Donc voilà, c'est une définition qui a été adoptée en 2013, mais j'y reviendrai. On appelle ça en anglais la HIAP, Health in All Policies. Alors, pourquoi s'intéresser à cette approche vous le savez déjà, c'est pour résoudre des problèmes de santé publique très complexes, avec différents paramètres. On peut citer par exemple la résistance aux antibiotiques, qui ne peut pas être résolue uniquement via le secteur des soins. Et donc, il y a beaucoup d'autres exemples, bien sûr, que vous connaissez déjà, la protection de la santé des travailleurs, toutes les questions d'urbanisme, bien sûr. Alors, pourquoi s'intéresser à l'aspect juridique de ce sujet? Alors, déjà parce que j'avais une double formation en droit et en santé publique, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette thèse sur la santé dans toutes les politiques, mais vue par le droit. Alors, une remarque qu'on m'a faite quand je me suis lancée dans ce travail, quelqu'un m'a dit, mais ça sert à quoi de s'intéresser à la santé dans toutes les politiques et à ces enjeux juridiques, étant donné que ça ne peut pas être obligatoire. Alors justement, vous verrez que je pense que la question est plus compliquée que ça. Il ne s'agit pas seulement de savoir si ça devrait être obligatoire ou pas. Au cours de ma présentation, on verra qu'il y a différentes raisons pour lesquelles c'est intéressant de voir aussi le cadre juridique qui est associé à ça. Alors, les méthodes de recherche, donc, tout d'abord, j'ai voulu faire un état des lieux de la question. Et c'est là que j'ai constaté, j'ai fait un constat qui est assez étonnant. C'était un fort décalage entre, dans le champ de la santé publique, cette approche, donc santé dans toutes les politiques, qui est très inspirante, très séduisante. C'est un peu comme un idéal, hein, on a tous envie d'essayer de la mettre en œuvre. Et donc le contraste avec le milieu juridique, où en fait la santé dans toutes les politiques était un objet totalement inconnu. Hein. J'ai vraiment constaté un vide doctrinal, voire un vide juridique, et donc une quasi-absence de matériaux juridiques sur la question. Et puis au fil de la thèse, j'ai tenté de qualifier aussi en termes juridiques cette approche de santé publique. Donc pour la délimitation du sujet, déjà de façon horizontale, donc plutôt géographique, vous verrez que je me suis intéressée d'abord à l'action de l'OMS, au niveau aussi de l'Union européenne et de la France. Donc, je n'ai pu qu'effleurer ce qui se passe dans les autres pays.
malheureusement. Et au niveau plutôt vertical, donc vous verrez que je parlerai surtout des ordres juridiques supranationaux et de ce qui se passe au niveau national en France, même si, bien sûr, au niveau infranational, vous en parlerez après, Monsieur Gauzy, il y a plein de mobilisations intéressantes également. Alors, ce diagramme d'inconnu sur les déterminantes de la santé fait partie justement du cadre dans lequel j'ai voulu inscrire ma thèse, donc bien prendre en compte les notions de déterminants de la santé, la promotion de la santé, l'action intersectorielle en santé, les environnements favorables à la santé. Tout ça était donc des concepts importants à prendre en compte et l'idée était de voir si ils étaient traduits dans la législation, donc s'ils étaient présents éventuellement sous une autre formulation, c'est voilà ce qu'on verra. Donc, la réflexion a été en 2 temps, l'entrée de la santé dans toutes les politiques dans les ordres juridiques supranationaux, puis le cas français. Alors, au niveau de l'OMS, il y a 2 éléments intéressants. Premièrement, les États membres de l'OMS se réunissent régulièrement dans le cadre de conférences thématiques, notamment sur la promotion de la santé. Et donc, ça fait depuis les années 70 qu'ils ont eu l'occasion de réfléchir à ces questions, aux questions donc, de promotion de la santé, de nécessité d'avoir une approche transversale de la santé et pas seulement par le prisme des soins. Donc là, on peut citer tous les textes, donc ce sont souvent des déclarations ou des chartes qu'on connaît, hein, par exemple la charte d'Ottawa sur la promotion de la santé en 86, la déclaration de Jakarta en 97 et la déclaration d'Adélaïde en 2010 sur la santé dans toutes les politiques, puis celle dont je vous ai parlé, la déclaration d'Helsinki sur la santé dans toutes les politiques en 2013. Donc, en 2013, moi, j'y vois une sorte d'aboutissement pour la santé dans toutes les politiques, en tout cas une reconnaissance, puisque vraiment là, cette formulation, en tout cas, est reconnue officiellement, et puis en plus, cette approche est définie. Mais le message, donc l'intégration de la santé dans les autres politiques publiques était déjà, selon moi, très présent dans la réflexion des États membres de l'OMS depuis des décennies. Donc, toutes ces chartes et déclarations dont je vous ai parlé forment une espèce de nébuleuse de textes qui ont convergé dans cette direction voilà, depuis longtemps. Et ça continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Deuxième élément sur l'OMS, c'est que, comme M. Sharpak l'a dit, donc il y a l'Assemblée mondiale de la santé hein, qui a aussi un rôle intéressant. Donc c'est l'organe politique de l'OMS et elle se réunit annuellement à Genève. Et à cette occasion, elle peut adopter des résolutions et certaines d'entre elles, justement, reconnaissent l'approche santé dans toutes les politiques. D'ailleurs, j'avais eu la chance de parler à M. Sharpak plutôt au début de ma thèse et j'avais trouvé sa vision extrêmement éclairante sur justement le lien entre les personnes qui siègent à l'Assemblée mondiale de la santé et puis celles qui siègent dans les instances de l'Union européenne notamment. Justement, au niveau de l'Union européenne maintenant, donc depuis depuis le début de la construction de la communauté européenne en 1957, la santé avait déjà été intégrée dans la réflexion dans d'autres secteurs, hein, notamment la sûreté nucléaire, la protection de la santé des travailleurs, etc. Mais on peut retenir que le point vraiment pivot ici, c'est l'adoption du traité de Maastricht en 1992, puisque comme vous le voyez, donc, il y a l'introduction d'une disposition, l'article 129, dans le traité sur l'Union européenne, qui dit les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la communauté. Donc là, c'est important parce que c'est la première fois que le principe d'intégration de la santé, donc le principe d'intégration transversale de la santé, est inscrit en droit de l'Union européenne. C'est vraiment inscrit noir sur blanc. Il n'y a pas d'ambiguïté. Pour information, ça a été calqué sur le droit de la protection de l'environnement. Hein. C'était une disposition qui existait et qui existe encore en matière de droit de l'environnement. Donc là, en matière de santé, c'est à partir de 92. Alors, pour information, ce principe d'intégration de la santé, qui n'est autre que donc, la santé dans toutes les politiques, mais formulé un peu différemment, donc c'est un principe et non un droit. Donc c'est là toute la difficulté. Voilà, le droit à la protection de la santé est bien sûr garanti hein, par les textes européens et français. Donc, un individu peut très bien le faire valoir, l'invoquer devant un tribunal, alors qu'un principe, le principe d'intégration de la santé,
C'est un principe conducteur de l'action publique. Mais ça s'adresse donc là aux institutions de l'Union européenne avant tout. Donc, depuis 92, le droit a un petit peu évolué. Maintenant, le principe a été légèrement reformulé. Il est donc actuellement à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. Donc, voilà, ça guide l'action, c'est censé en tout cas guider l'action des institutions européennes avant tout. Alors, en droit français, c'est un petit peu différent. Premièrement, parce qu'il n'existe pas de principe général reconnu dans la loi ou dans un règlement affirmant l'obligation d'intégrer la santé dans toutes les politiques. Ça n'existe pas en France. Et ce qu'on peut constater, c'est que le cadre juridique français, pour l'instant, est relativement insuffisant pour que l'on tienne vraiment compte des conséquences sur la santé des décisions publiques. Un exemple, un projet de loi est déposé devant le Parlement, il est censé être accompagné d'une étude d'impact, mais lorsqu'on regarde en fait le contenu de ces études d'impact, la santé a une place très très marginale, voire inexistante, sauf lorsqu'il s'agit d'un projet de loi sur la santé. Donc là, on rate un petit peu l'occasion de mettre de la santé dans les autres politiques. Mais justement, d'ailleurs, je pense qu'en France, on peut parler de santé dans les autres politiques, à défaut de santé dans toutes les politiques pour l'instant, bien sûr. Donc déjà, au niveau des études d'impact de projet de loi, je pense qu'il y aurait peut-être moyen juste de sensibiliser davantage au niveau du gouvernement et du Parlement, peut-être pour que déjà dans les études d'impact, on réfléchisse à l'aspect sanitaire. D'autre part, c'est par rapport à la notion d'intersectorialité. On voit qu'il y a encore évidemment des difficultés à mettre cela en œuvre effectivement, parce qu'on sait qu'au niveau ministériel, on travaille traditionnellement en France plutôt de façon cloisonnée, même s'il y a bien sûr une volonté croissante d'aller vers l'intersectorialité. Donc, je vais vous donner juste deux exemples. Alors, en 2018, donc, en fait, quand on regarde un petit peu les lois qui sont adoptées, évidemment, on ne trouve pas toujours de référence à la santé, mais alors, par exemple, en 2018, vous avez la loi Egalim qui a été adoptée et qui contient notamment des mesures d'amélioration de la qualité des repas servis dans la restauration collective. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu une espèce, en tout cas une recherche de convergence des enjeux au niveau agricole, au niveau de la santé. Et puis en plus, là, la santé, elle est vue à travers la question de l'alimentation. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, il y a aussi des exemples où il n'y a pas de situation gagnant-gagnant du tout, puisque par exemple, on peut parler de la réautorisation temporaire de l'emploi des néonicotinoïdes pour les plantations de betteraves sucrières. Donc ça a été fait en 2020. Voilà. Donc néanmoins, on peut voir qu'il y a vraiment quand même une circulation de l'approche santé dans toutes les politiques depuis le niveau de l'OMS et de l'Union européenne vers la France, à plusieurs niveaux en France, bien sûr. Au niveau local et puis au niveau national. Par exemple, donc, le comité interministériel pour la santé a été créé en 2014 par décret. Et alors là, on peut y voir vraiment une influence directe enfin, je ne sais pas, je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais je pense que la déclaration d'Adélaïde de 2010, qui a été adoptée au niveau de l'OMS, a eu un impact puisque dans cette déclaration sur la santé dans toutes les politiques, il y avait notamment comme outil pour mettre en œuvre la santé dans toutes les politiques, la création de comités interministériels. D'ailleurs, dans cette déclaration, parmi les outils, on voit bien qu'il y a donc la législation qui est considérée comme un levier potentiel de mise en œuvre. Bien sûr, ce n'est pas une solution magique, mais c'est un des outils pour rendre un peu plus effective la santé dans toutes les politiques. Alors, ce comité interministériel pour la santé, bien qu'un petit peu quand même discret dans le paysage institutionnel sanitaire français, je trouve, a adopté la stratégie nationale de santé donc en 2017, celle qui est valable pour 2018-2022, qui est cette stratégie quand même très, très imprégnée du message porté, notamment au niveau de l'OMS, dont je vous parlais, donc cette approche transversale. On la retrouve avec l'idée de la santé dans tous les milieux de vie, à tous les âges de la vie. Donc, il y a vraiment ici, je pense, quand même une avancée significative.
Et puis, bien entendu, la mobilisation au niveau infranationaux, qui sera abordée après moi. Donc, pour terminer, voilà, le droit, je pense que c'est important aussi de prendre les enjeux juridiques et je pense que même si l'inscription d'un principe en droit n'est pas une solution miracle comme on le voit au niveau de l'Union européenne, ça inspire le législateur et ça peut façonner, même très lentement, les politiques et les lois futures. Et donc, deuxièmement, donc, il existe bien un principe d'intégration transversale de la santé, à la fois au niveau de l'OMS, dans ce qu'on appelle le droit souple de la santé, et au niveau de l'Union européenne, comme je disais. Alors qu'en France, on ne peut pas vraiment parler de systématicité, c'est plutôt une prise en compte en fonction des volontés politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. En plus, vous aurez, pour ceux qui sont présents, le support Oui. de présentation de Laurence, donc, qui est une vraie référence, puisqu'on a souvent besoin aussi, dans nos propos éclairants sur nos expériences de terrain, de s'appuyer aussi sur le corpus législatif et réglementaire. Et là, on est dans un droit souple avec beaucoup de trous en France. Donc, Laurent, je pense que on a besoin de s'imprégner de tout ce que, comment tu as exemplifié, comment tu as pu, à travers ton expérience large, de chirurgien élu à la santé depuis des années, fondateur de SPT, dans ce plaidoyer de décliner la santé dans toutes les politiques publiques. Merci, merci Véronique, merci Gilbert de cette invitation. Je suis ravi d'être encore une fois avec vous et de continuer à voir vivre Élu Santé publique et territoire et voir nos idées diffusées. Merci à Laurence Varin. Je trouve que c'est effectivement toujours utile de se replonger à la fois dans l'histoire et dans la manière dont les collectivités humaines de la planète jusqu'à la France ont essayé de penser ces questions de santé. Point de vue législatif, juridique et extrêmement utile à connaître, et c'est vrai qu'on ne le connaît pas bien, y compris les multiples déclarations ou les déclarations successives de l'OMS, d'Ottawa à Adélaïde, qui montrent bien cette évolution. Également intéressant de voir comment, au niveau français, ça a été particulièrement hésitant. Vous soulignez la stratégie, l'intérêt ou l'avancée de la stratégie nationale de santé, ou de la loi de modernisation du système de santé, ou le comité interministériel pour la santé. Si je ne me trompe, ce fameux CIS se réunit en gros une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, c'est-à-dire que son utilité est nulle. Clairement, aucun gouvernement depuis 2014 ne s'est véritablement intéressé à cet outil. Il faudrait d'ailleurs expliciter pourquoi en France c'est aussi compliqué. Moi, j'y vois en particulier une raison. Excuse-moi, Véronique, tu m'arrêtes quand vous en avez marre de m'entendre, parce que sinon... en particulier, de mon point de vue, l'appropriation quasi exclusive de la santé par les médecins et la confusion entre soins et santé, la prééminence de la DGOS, Direction générale de l'organisation de soins, sur la Direction générale de la santé. Bref, en France, on n'a pas de culture de santé publique, en particulier parce que la santé est confiée aux médecins et j'en suis un. De même qu'on n'a pas de culture et de formation pluridisciplinaire des professionnels du soin. Voilà, on nous parle de maladie, on ne nous parle pas de santé, et donc on fait du soin et on ne fait pas de la santé. Pas plus compliqué que ça. Tu l'as dit, Véronique, que j'étais chirurgien pendant 40 ans, et surtout été chirurgien à la Maison de Nanterre, qui est le centre hospitalier d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Comment ? Excusez-moi, Madame Turial, est-ce que vous pouvez couper votre son? Je reprends donc. J'ai été pendant très longtemps, à partir de 71, où j'étais jeune interne à la Maison de Nanterre, centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, où déjà 3 politiques publiques se croisaient.
L'hébergement sans condition, ou FAPSA, Centre d'hébergement et d'accueil des personnes sans abri, hein, hébergement qui est la première clé indispensable pour le soin et la santé, qui est devenu une vraie politique publique avec le logement d'abord issu de Housing First américain. Deuxième politique publique, la réinsertion sociale avec le RMI, avec le CHRS, avec cette volonté donc d'une politique sociale. Et troisième politique publique, le soin évidemment, avec l'hôpital. Donc trois politiques publiques réunies en un seul lieu depuis grosso modo 150 ans. J'ai été ensuite élu à Nanterre, qui est une ville populaire où la population est pauvre, modeste, avec la désindustrialisation massive, la présence de bidonvilles pendant longtemps. Et puis, c'est aussi une ville riche parce qu'elle est proche de la défense et donc on a les moyens de faire une politique. Et donc, même si, quand j'ai été élu en 89, je n'avais pas de culture de santé publique, il était évident pour moi que la manière dont les gens vivent, sont abrités ou pas, bref, les conditions de vie, ça a une influence sur leur santé. L'évidence aussi de ces questions, on peut appeler il y a un autre micro ouvert. Ce qu'on appelle aujourd'hui les déterminants de la santé ne peuvent se traiter ni avenue de Ségur ni à Matignon, mais bien en proximité sur le territoire de vie, de travail, de loisirs, d'éducation. Et voilà donc deux mots, déterminant et territoire, que j'introduis de manière évidente, définitive et expansive, explosive même. À partir du moment où on a ces deux mots en tête, et j'en ajouterai un troisième, évidemment, on ne peut plus faire comme avant. Début 90, donc vous l'avez évoqué, hein, Margaret Whitehead avec son fameux diagramme qui continue à exposer, je ne sais pas combien, 30 ans ou 40 ans après, qui reste absolument déterminant et où, en dehors du premier cercle rouge sur votre image qui relève des caractéristiques personnelles, tout le reste, toutes les couronnes successives, finalement, relèvent de politique publique. Et ça, une fois qu'on a vu ça, on ne peut pas dire je vais faire du soin et m'arrêter là. Non, ça ne suffit pas. Tous ces déterminants donc, sont impactés par les politiques ou par leur mise en œuvre. C'est les années 90, c'est aussi la naissance du réseau français des villes de l'OMS, à laquelle j'ai voulu faire adhérer ma ville, mais mon maire m'a dit non. À Nanterre, on a 3 centres de santé municipaux. L'offre de soins municipale sur cette ville est forte. Cela devrait suffire. Et pourtant, les gens se soignaient mal, allaient par les urgences. Entre les quartiers, les différences étaient majeures d'accessibilité, de transport, d'offres. Donc, avec, troisième terme, des inégalités sociales et territoriales majeures au sein même d'une commune, au sein même d'une même commune, entre le centre-ville et le petit Nanterre, comme dans toutes les villes, il y a des différences et des inégalités majeures. Et donc, il m'a paru évident qu'il fallait savoir, connaître de quoi on cause. D'où le premier diagnostic local de santé publique, participatif, avec les habitants et les priorités que les habitants et les professionnels mettent en évidence. Ce n'est pas la question de la maladie et du soin, mais c'est les questions de toxicomanie et des désastres sociosanitaires, de la violence, de la santé mentale, de la souffrance psychosociale, des transports, de la qualité des logements, du bruit, bref. Ce sont les questions des déterminants. Les habitants savent mieux ce qu'est la santé que les professionnels du soin. Et tout cela, ça relève évidemment de politique de la ville, d'où l'obligation évidemment de faire quand on est élu à la santé, bien que n'ayant pas de compétences réglementaires, puisque vous l'avez dit, cela relève de l'État. Et donc, moi, je voudrais vous convaincre comment finalement on est arrivé au niveau local à mettre en évidence que l'articulation entre ces politiques locales pouvait être faite plus vite, plus tôt, de manière plus efficace, parce que c'est la demande des habitants, vous l'avez vu à partir de ce premier diagnostic, et parce que leur compréhension de la santé, du bien-être, elle est globale, holistique, et pas à partir de la maladie. On en était là, la santé, c'est donc une politique régalienne. Néanmoins, en 2000, la politique de la ville, la délégation interministérielle à la ville, invente un outil, l'atelier santé-ville, qui va donner aux maires et à leurs élus légitimité pour agir, une loi, méthodologie avec le diagnostic participatif, etc., jusqu'à l'évaluation, puis un petit peu de moyens. Et donc, vous ne l'avez pas évoqué, mais pour moi, la politique de la ville est véritablement
une politique qui oblige à croiser différentes politiques. Alors, ça ne fait pas la santé dans toutes les politiques, j'entends bien, mais ça fait de la santé dans un certain nombre de politiques, puisqu'en 2005, il y a un colloque bilan et perspective des ateliers santé ville, la création d'élus santé publique et territoire pour, je le répète, développer des politiques locales de santé, dans un cadre contractualisé avec l'État qui reste garant de la politique globale et pour réduire les inégalités sociales et territoriales. Donc, on a ça, et aux Assises pour la ville en avril 2005, le ministre Marc-Philippe Daubresse dit la santé est le 5e pilier de la politique de la ville et donc doit s'articuler avec les 4 autres politiques que je cite. L'éducation, on voit bien que par exemple la promotion de la santé ou de l'alimentation scolaire bénéficie à la fois à la santé et à la réussite éducative. Le logement, c'est pareil, la question de la qualité de la construction, de l'air intérieur, c'est du logement, c'est une politique du logement, c'est une politique de santé. La tranquillité publique également, les violences, les addictions, l'insertion socio-professionnelle, l'accès aux ressources, l'accès à l'insertion, l'intégration sociale avec tout ce que ça comporte, tout ça sont des facteurs, des déterminants de la santé. Et donc, avec la politique de la ville et les ateliers santé-ville, on a, dès 2005, véritablement inscrit dans la loi. Inscrit dans la loi, ça ne veut pas dire, ça ne veut dire que ça. Inscrit dans la loi, on a une intégration de la santé dans 4 autres politiques et l'intégration de ces 4 autres politiques dans le champ de la santé. La santé améliore et bénéficie de ces 4 politiques. Le tout inscrit sur un territoire, le quartier, donc la plus grande proximité possible et l'adéquation entre des besoins et des ressources locales. Tout ça, ça a été inventé par la politique de la ville pour réduire des inégalités, donc un souci véritablement d'équité, et pas de lutte contre les inégalités, mais dans une logique d'équité, hein, d'universalisme proportionné, comme on dit aujourd'hui, et ça n'a pas été inventé par le ministère de la Santé. Et puis, cette idée finalement d'intégration de la politique de la santé dans d'autres politiques, encore une fois, on n'est pas à la santé dans toutes les politiques, en tout cas d'intégration progressive, c'est fait avec un certain nombre d'éléments qui sont arrivés dans les 20 dernières années. La préoccupation environnementale massive, croissante, avec son impact évident sur la santé. C'est incontestable que ça a fait progresser cette idée-là. Tout ce qui concerne la défense de l'environnement, finalement, contribue à améliorer la santé. Et le lien est évident pour tous de plus en plus. J'en veux pour preuve les travaux du réseau environnement santé, la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens, où quand on a pris les cheveux des élus, on leur a montré qu'ils étaient pleins de phtalates ou de perturbateurs endocriniens, ils n'ont plus pu faire comme si ça n'existait pas. Et ce lien entre deux politiques, politique environnementale, politique de santé, est devenu obligatoire. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Le ESPT a fait 2 journées nationales d'études sur santé et développement durable, santé environnementale, qui ont mis ça en évidence et montré le croisement de ces 2 politiques. Deuxième facteur, l'émergence des évaluations d'impact en santé. EIS, c'est à la fois évaluation d'impact en santé, c'est calqué sur les évaluations d'impact environnemental, et autant les premières sont obligatoires dans tout un tas de dispositifs, de travaux, de plans, de schémas, autant les évaluations d'impact en santé restent facultatives à la main des élus locaux, et ça coûte de l'argent. Ça oblige, par exemple, les aménageurs à réfléchir autrement, mais ça reste facultatif, et ça, c'est véritablement un obstacle à leur développement. Pourtant, de mon point de vue, c'est un outil majeur qui croise 5 politiques, l'urbanisme, la politique des transports, la politique du logement, la politique des équipements publics et la démocratie. La démocratie, ça a aussi été un facteur majeur c'est un déterminant de la santé. Regardez le diagramme de Margaret Whitehead, et c'est un facteur de développement de la santé dans toutes les politiques. À tous les échelons, hein, que ce soit au niveau de la Conférence nationale de santé où j'ai siégé un instant et où on a essayé de porter cette question-là, au niveau de la CRSA où j'ai trop longtemps, mais aussi et surtout au niveau local, la démocratie participative locale, lorsqu'on demande aux habitants d'une ville de réfléchir sur à peu près n'importe quel sujet, eux, ils vont mettre en avant la question de la santé, quel impact ça va avoir sur l'accès à la santé, pas simplement sur la question de l'accès aux soins, mais bien sur la question du cadre de vie, du bien-être, donc de la santé. Voilà.
J'insiste donc sur cette question de la participation des habitants aux réflexions, aux décisions, au suivi et à l'évaluation de ce qui les concerne, de ce qui concerne leur vie, ce qui concerne la vie de leurs enfants, avoir le sentiment de contribuer, d'être entendu, d'avoir prise sur son quotidien, sur son avenir, et évidemment un facteur de bonne santé. Et enfin, la pandémie qui a obligé les collectivités locales à croiser leur politique sociale d'hébergement, de logement, de restauration, de transport pour assurer l'accès à la prévention et parfois même aux conditions minimales de vie des habitants. J'ai avancé parce que le temps passe. Tu as jusqu'à 13 heures, Laurent. Tu peux encore un quart d'heure, pas de souci. Bon, alors je continue. Dans cette évolution et cet élargissement finalement de la prise en compte de la santé dans d'autres politiques, il y a d'autres champs qui finalement ont obligé à le faire. Je pense à la politique de tranquillité publique et de prévention. Ça paraît éloigné. Moi, j'ai été maire adjoint chargé de la santé et de la prévention. Et je me suis dit, la prévention, ce n'est pas simplement la vaccination ou la promotion de la santé. Non, c'est aussi la prévention des troubles à l'ordre public, des désordres. Les désordres, ça a un impact négatif sur la santé, non seulement sur la santé mentale, mais même sur la santé physique de la population. Et donc, contribuer, et donc j'étais vice-président du CLSPD, du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, contribuer en tant qu'élu à la santé à la prévention de la délinquance, c'est introduire de la santé dans une autre politique et faire en sorte que la politique de sécurité et de tranquillité publique soit également considérée comme un déterminant de la santé. Autre politique, j'ai été aussi chargé des personnes porteuses de handicap. La politique du handicap et la politique de santé, ça se superpose de manière très forte. Et autant sur la politique du handicap, il y a eu des obligations très fortes données aux élus, autant sur la politique de santé, il n'y en a pas. Néanmoins, en faisant une politique en faveur des personnes porteuses de handicap, évidemment, on agit sur tout un tas de déterminants qui concernent la santé publique, la santé des habitants. Autre politique, la réussite éducative. Là encore, on est dans le croisement dans le cadre de la politique de la ville, mais tout ce qui si introduire de la santé dans la politique de réussite éducative, c'est bon à la fois pour la santé des élèves, mais c'est également bon pour la réussite éducative, que ce soit, encore une fois, l'alimentation scolaire, le travail sur les rythmes, le travail, tout ça, c'est à la fois de la santé, mais ça contribue à la réussite éducative. Et on voit bien que dans ces trois exemples, tranquillité publique, handicap ou réussite éducative, les liens sont extrêmement forts et qu'on fait finalement de la santé, non pas encore une fois dans toutes les politiques, mais dans un certain nombre de politiques. Ainsi, si les politiques locales rechignent à envisager la santé de manière globale et à l'inscrire comme objectif capital au-delà des mots, on voit bien qu'au niveau local, ça peut être un but partagé par tous les élus et par leurs services. Et c'est ça qui est important, faire partager ce but par l'ensemble des services et des élus, d'autant qu'il répond à une forte demande de la population. J'ajoute que si la santé, vous l'avez souligné, reste une compétence de l'État, que les villes n'ont pas cette délégation, elles gardent au fil des lois trois éléments importants. La clause de compétence générale, seules les communes ont une clause de compétence générale, ce qui veut dire que ça les autorise à s'occuper finalement de tout ce qui concerne la vie des gens. Le principe de subsidiarité, qui est aussi inscrit dans les textes européens, qui veut dire qu'on peut faire au niveau local tout ce qui ne sera pas mieux fait au niveau supra, qu'il soit départemental, régional ou national. Le principe est opposable, si je puis dire. Et puis la charte européenne d'autonomie des collectivités locales, qui a mis 10 ans ou 15 ans à être actée par la France en 2007, mais qui autorise pour les communes leur libre administration, entre guillemets. On ajoute à ça que les collectivités locales sont enfin reconnues dans la loi 3DS, différenciation, déconcentration, décentralisation et simplification, donc la dernière loi d'organisation territoriale. Dans la loi 3DS, les communes sont inscrites en tant que telles comme acteurs de santé. Donc on voit bien que même si c'est une compétence d'État, la santé doit de notre point de vue, mais peut en tout cas être saisie par les élus locaux. Reste évidemment la question du financement d'une telle politique.
même si ça ne coûte pas très cher, une politique extra-légale, et donc dans un cadre de raréfaction des dotations publiques et de réduction des capacités des villes à lever des ressources propres, c'est évidemment un peu compliqué. Quelques mots pour comment faire pour impliquer toute la municipalité, ses services, les acteurs, les partenaires, les autres administrations, que ce soit les administrations départementales ou les administrations d'État. Comment faire pour les impliquer, les engager à agir de manière convergente, articulée, efficace si possible, pour améliorer la santé de tous et réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, agir en équité. Donc, je vous propose quelques pistes de réflexion pour la santé publique la santé dans toutes les politiques au niveau local. Premier, c'est s'appuyer sur le pouvoir de convocation du maire. On a un peu formalisé à ESPT il y a quelques années l'idée que quand il y a un problème sur un territoire, le seul qui peut mettre autour de la table tous les acteurs qui vont avoir la main sur tel ou tel déterminant de la santé, le seul qui peut dire à l'éducation nationale, au bailleur ou au préfet, il faut qu'on se réunisse pour travailler sur ce sujet, c'est le maire et c'est le pouvoir de convocation du maire. Et à partir de là, on met en place une table de concertation, comme disent les Québécois, avec toutes les parties prenantes, comme disent aussi les Québécois, et on réfléchit et on fait une politique avec les responsables des différents déterminants. Deuxièmement, interroger systématiquement l'impact en santé de chacune des décisions de la ville, mais aussi décisions des autres partenaires. Quand la RATP, pour être parisien, ou quand l'organisateur des transports publics modifie ses horaires, ses parcours, évidemment, ça peut avoir un impact sur la santé. Et cette question-là, il faut se la poser en amont, évidemment. Quand on implante des commerces, est-ce qu'on implante des fast-foods? Est-ce qu'on laisse s'implanter n'importe quoi des fast-foods? Ou est-ce qu'on a une politique de l'urbanisme commercial qui va contribuer ou pas à améliorer la santé? Donc, interroger systématiquement l'impact en santé, et ce n'est pas très compliqué, il faut simplement l'avoir en tête. Troisième point, être dans une logique, vous l'avez évoqué, c'est dans votre texte, dans une logique gagnant-gagnant, à la fois sur le plan des priorités de chaque politique. Par exemple, vous l'évoquez, la santé dans la réussite éducative, c'est évidemment gagnant-gagnant pour les élèves, pour les enseignants, pour la santé, pour la réussite éducative. Tout le monde y gagne. Mais aussi sur le plan symbolique. Et ça aussi, c'est pas. Il faut savoir le mettre en avant. Par exemple, que le bailleur puisse dire, moi aussi j'agis en santé, moi aussi je suis un acteur de santé, parce que dans le cadre du programme Housing First, un logement d'abord, il va loger des gens qui sinon seraient à la rue et n'accéderaient pas à la santé. C'est valorisant et ça peut être mis en avant de manière très positive. Troisième levier, ne pas être hégémonique. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Être humble et patient, respectueux des préoccupations et des capacités de chacun. Préoccupations et capacités, et dans une démarche d'empowerment collectif. Essayer de faire en sorte qu'ensemble, on soit plus fort, plus riche, plus intelligent, et que donc on fasse un peu mieux de la santé et de l'équité. Quatrième levier, mobiliser la recherche. C'est un énorme levier. On a en France une recherche universitaire qui est largement sous-utilisée. On préfère faire appel à des cabinets McKinsey ou autres, alors que nos universitaires sont parfaitement capables de répondre à un certain nombre de questions. Des questions sur je ne sais pas, moi, je prends ce qu'on a fait avec les géographes de la santé, sur les déplacements en vélo, les îlots de chaleur urbaine, l'accès à tel ou tel service, etc. Tout ça, ça peut être fait, et ce n'est pas simplement les géographes que nous, on a beaucoup mobilisés, mais aussi les sociologues, les économistes, les urbanistes, les sciences de l'éducation, les sciences d'activité physique et sportive. Bref, tous ces UFR peuvent être saisis par les élus pour leur poser une question et essayer de trouver ensemble des questions, voire évaluer des politiques qu'on a mises en place, ce qu'on a pu faire largement dans plein d'endroits. Cinquième levier, s'appuyer sur la demande des citoyens, je l'ai dit, la mobiliser, ne pas hésiter à faire des diagnostics locaux, tous les programmes qu'on met en place, les SCOT, les PLU, les PADD, les machins, tous ces machins-là qu'on met en place dans les villes, interroger les habitants pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est un petit peu compliqué, ça prend du temps, mais évidemment, on fera apparaître systématiquement les questions de santé.
Et puis pour finir, contractualiser, c'est l'intérêt du contrat local de santé avec les CLS et dans lequel sont impliqués d'autres acteurs, l'hôpital, la CPTS, les services sociaux, l'assurance maladie, les bailleurs. Tous ces gens-là peuvent être impliqués dans un contrat local de santé. Et pour finir, un modèle dont j'aimerais qu'il se généralise, parce que c'est un modèle qui oblige à mettre de la santé dans toutes les politiques, c'est le Conseil local en santé mentale. Il inscrit la santé mentale véritablement dans toutes les politiques locales et au-delà. Le CLSM, il est inscrit dans la loi. Déjà, voilà, on revient à cette préoccupation législative et juridique. Il est présidé par le maire qui est responsable de la population et qui maîtrise une bonne partie des secteurs, des services déterminants de la santé. Il est animé par le psychiatre qui est responsable de la santé mentale de la population, c'est-à-dire de la prévention, c'est-à-dire des déterminants, jusqu'à la réhabilitation psychosociale. Et on voit là que rien que dans ces deux mots, de la prévention à la réhabilitation psychosociale, on a touché déjà une multitude d'autres politiques, et avec les usagers et leurs profs, c'est-à-dire en appliquant la démocratie en santé. Voilà, toutes les parties prenantes responsables d'une politique déterminante de la santé sont réunies pour construire ensemble une politique locale, territorialisée de santé mentale, au service de toute la population, pas seulement des usagers, politique bénéfice à toutes les parties prenantes, y compris bénéfique à la cohésion sociale. C'est un modèle où, de fait, au niveau territorial, pour la santé mentale, on implique toutes les politiques et on fait en sorte que cette préoccupation santé mentale soit présente dans les décisions qu'on prend. Reste encore à rendre ce modèle obligatoire, à l'élargir à la totalité de la santé et pas simplement à la santé mentale, et inscrire ça dans le droit, puisque c'est de là que nous sommes partis et à quoi nous arrivons. Merci à tous, bon courage et j'espère que vous y parviendrez. Merci infiniment, Laurent, pour ce témoignage vivant, vibrant et avec des perspectives, des solutions, ou en tous les cas des propositions de solutions pour mieux essaimer ou diffuser en tous les cas la santé dans certaines politiques. Donc, il y a déjà des questions dans le chat. Donc, Étienne, on prend le relais puisque vous avez en plus quand même du mal à parler. Donc, on va prendre le relais. Donc, une question. Alors, la personne, ce qui est très limité, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, puisque c'est A. Selon vous, dans quel secteur, donc vous pouvez tout à fait prendre la parole et lever la main. Selon vous, dans quel secteur, quelle politique, donc ça, je pense que c'est pour toi, Laurent, la santé serait complètement absente et comment l'expliquer? Question compliquée. Oui, question compliquée, au moins, j'ai plutôt réfléchi dans l'autre sens, c'est-à-dire où il y a de la santé. Je ne sais pas, moi, j'ai d'une part regardé le diagramme de Margaret Whitehead en me disant chacun des items, à quoi ça correspond en termes de politique locale. Je ne parle pas forcément de politique nationale. Je ne sais pas, est-ce que la politique d'équipement militaire, ça a un impact sur la santé? Oui, sûrement. Bon, mais en tout cas, sur les décisions locales, en prenant à partir des déterminants et en voyant comment ça s'inscrit dans ce que nous décidons au conseil municipal, tout y est, hein, y compris la démocratie, la formation, enfin, tout y est, quoi. Et prendre à l'inverse toutes les politiques, alors ça, je n'ai pas fait parce que d'abord, toutes les politiques ne sont pas présentes au niveau local, encore que. Je ne sais pas, il faut chercher. C'est à vous de me dire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Moi, je ne crois pas qu'il y en ait. Je ne crois pas qu'il y ait une seule décision
politique qui n'ait pas un impact direct ou indirect sur la santé. On a, j'y pense, parce que comme ça, ouais, j'ai entendu les infos ce matin, il y a la grève, une menace de grève SNCF. C'est une question c'est une question qui paraît éloignée, négociation salariale. Négociation salariale à la SNCF, ça va avoir un impact sur la santé des gens, La question de, on ferme des réacteurs nucléaires ou on les ferme pas, ça va avoir un impact sur la santé des gens. Donc, prendre dans l'actualité deux sujets majeurs de ce matin, en tout cas, ça a évidemment un impact sur la santé. Et donc, je vous repose la question, est-ce que de votre point de vue, il y en aurait qui... Alors, on peut peut-être passer la parole à Madame Turial, qui est donc adjointe à la santé à Bagnols-sur-Cèze, qui faisait un commentaire sur le fait que la santé n'est pas vraiment la préoccupation des bailleurs sociaux. Je crois que c'est un constat que l'on partage et je vois Gilbert également qui veut prendre la parole. Donc, en même temps, ça fait réagir bailleurs sociaux. Laurent? Oui. Allez-y. Effectivement, en tout cas, dans le territoire où je suis adjointe en charge de la santé, j'ai réuni il n'y a pas très longtemps tous les bailleurs sociaux parce qu'on a un vieux parc d'immeubles par rapport aux passoires thermiques et leur demander quelle était leur politique à court et moyen terme pour faire en sorte que les personnes ne soient pas en difficulté par rapport à ces passoires thermiques. J'aime autant vous dire que je n'ai pas senti un intérêt majeur. Quand ils font, pour des raisons économiques, des bâtiments où il n'y a pas d'ascenseur, parce que dans tout le parc, ils sont en train de refaire un petit peu autour de chez nous, ils choisissent des systèmes où il n'y a pas d'ascenseur. Sauf qu'une personne âgée qui va devenir à un moment donné une personne à mobilité réduite, même un étage, elle ne pourra pas le monter. Donc ça ne les préoccupe pas, et des rez-de-chaussée, il n'y en a pas tant que ça pour répondre à la demande. Donc, autant de fois je leur posais des questions, autant de fois ils bottaient en touche. Et je sentais que la santé, ils ne regardent pas le logement social à travers le prisme de la santé. Vous disiez de manière absolument que je partage totalement, c'est à chaque fois qu'on prend une décision, on devrait en effet se poser la question, est-ce que ça peut avoir un impact défavorable ou favorable sur la santé? Je trouve que c'est une vision très intéressante, mais que finalement, je ne rencontre pas beaucoup. Moi, je suis la petite voix dans l'équipe municipale et même au niveau de l'agglo. Et ce prisme, ce regard à travers la santé, ce n'est pas franchement la priorité, je trouve, dans le territoire où je suis. Alors, d'une part, je le regrette d'autant plus que je suis maintenant un de vos administrés, puisque j'habite Bagnols-sur-Cèze. Et d'autre part, je pense que ça progresse et qu'il y a un certain nombre de leviers qu'on peut mobiliser. Je reviens à l'idée des troubles de la santé mentale, des troubles de voisinage, de la tranquillité publique, pouvoir de manière collective et organisée mettre en place des dispositifs qui vont garantir aux bailleurs que s'il y a une personne qui va mal, quelle qu'en soit la raison, ça va être pris en charge de manière collaborative par les psychiatres à la mairie et la police, par exemple. En échange de ça, il fera des efforts et, par exemple, il logera des personnes à la rue porteurs de troubles psychiques s'il a la garantie que ce sera bien traité. Alors après ça, évidemment, ça a un coût. D'où l'obligation, sur par exemple, comment s'appelle, l'efficacité énergétique des logements. Il y a une obligation, ils vont être obligés de faire, ils vont râler, ils vont le répercuter sur les loyers, évidemment, parce qu'ils n'ont pas le choix. Bon, on voit bien que là, il y a obligatoirement quelque chose de la contrainte. Mais encore une fois, être dans l'idée gagnant-gagnant. Nous, par exemple, on avait beaucoup travaillé sur les foyers ex-foyers Sonacotra,
occupés par des vieux travailleurs migrants qui sont en mauvaise santé, mal soignés, qui n'accèdent pas aux soins. Faire en sorte que cette population puisse bénéficier d'actions de prévention portées par la ville dans l'immeuble lui-même, pour le bailleur, c'est à la fois une sécurité, c'est une valorisation, et on peut faire des choses. Donc, il faut trouver comment les intéresser, en dehors du fait que ça va leur coûter de l'argent, comment les intéresser à ce que le fait que la population aille mieux dans leur logement est pour eux une sécurité, une garantie de moins d'impayés, Enfin, faut partir de ce qui les préoccupe. C'est dans ce sens-là que je dis gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui les embête, quoi, en dehors de l'argent, qui est évidemment un vrai sujet. Gilbert a demandé la parole à Séquille. À la mairie. Alors, je voudrais d'abord remercier Laurent et Laurence de leur intervention. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils qui existent déjà, mais qui ne sont pas utilisés ou qui sont peu mobilisés. Et je pense que notre rôle aussi, c'est de faire mobiliser ces outils. Par exemple, je vois sur Albi, il y a une rocade qu'il faut faire évoluer, il y a des études qui vont être faites. Je me bagarre, et là, je rejoins ma collègue de Bagnoles, l'élu à la santé, des fois, il est un peu seul. Je me bagarre pour qu'il y ait une étude d'impact santé. Donc, se bagarrer, et quelquefois, on n'y arrive pas. Alors, je pense que aujourd'hui, il y a un certain nombre de politiques, et notamment dans le cadre de la politique de la ville, où il n'y a pas assez de préoccupations de santé. Moi, je vous donne deux exemples. J'ai la chance d'avoir une adjointe à la culture qui est une amie personnelle, qui est issue de la même profession que moi, avec qui on échange beaucoup. On va essayer de faire des choses sur culture et santé. Puisqu'aujourd'hui, nous avons eu un excellent colloque ville santé mentale à Nantes, et la conservatrice de l'Institut du monde arabe montrait, qui vient du Québec d'ailleurs, montrait l'importance de l'œuvre d'art dans la réhabilitation de la santé mentale. Deuxième exemple, Albi a été labellisé Terre de Jeux 2024 dans le cadre des Jeux olympiques. Nous allons monter des opérations avec l'adjoint au maire en charge du sport, en plus c'est le premier adjoint, pour essayer de lancer, puisque nous sommes adhérents au PNNS, là, nous avons signé la charte au PNNS, pour essayer de monter des choses. Donc, je crois qu'aujourd'hui, notre rôle en tant qu'élu, c'est de mobiliser des outils qui existent, qui ne sont pas toujours utilisés. Je pense à ce qui pourrait être un formidable outil, c'est l'analyse des besoins sociaux qui est obligatoire à partir d'une certaine taille dans les communes pour les CCAS, où il faut absolument qu'au-delà des besoins sociaux, il y ait les besoins sanitaires. Et les besoins sociaux et sanitaires, c'est quand même assez proche. Donc il faut insister pour qu'il y ait ce genre de choses. Alors, je vois qu'il y a une question de Madame Vigneault sur comment expliquez-vous que les CLS soient peu connus. Effectivement, il y a un souci. Alors, j'ai été, en tant que président de SPT, interpellé par l'ARS de Bretagne pour aller faire pour participer à une journée de sensibilisation des élus à la mise en place des CLS. Mais il y avait à peu près une cinquantaine d'élus bretons qui étaient là. Je ne suis pas sûr, enfin je ne sais pas si le message est passé ou pas, mais il y a une volonté aujourd'hui de certaines ARS de faire en sorte que les CLS se déploient sur l'ensemble de leur territoire. Et je pense que c'est une chose qu'il faut appuyer, nous aussi élus, parce que souvent les maires ne sont pas convaincus de l'importance des CLS. Et ça, c'est la rencontre, c'est notre rôle aussi d'association de faire. Voilà. J'ai dit. Oui, si je peux apporter. Pardon, mon son a été coupé. Pardon. Ah, pardon, Laurent, excuse-moi. Vas-y, Laurent, je t'en prie. Je peux apporter quelques éléments. Un, les élus à la santé sont habituellement des petits élus
des élus minoritaires. Alors, j'ai une exception, je ne sais plus dans quelle ville où c'est la première adjointe. Donc, si je ne m'abuse. Enfin, mais tu as Danielle Valero qui est aussi la première adjointe. Et Daniel aussi. Mais c'est qui est quand même, Oui, je confirme. Tu confirmes, Daniel, hein? Oui, Daniel. De même que le ministre de la Santé est en général un petit ministre. Voilà, c'est des ministres de la minorité et de la majorité, souvent, et ce n'est pas des ministres qui pèsent lourd. Et donc, il me semble qu'une des manières de compenser cette relative faiblesse au sein des appareils nationaux ou municipaux, c'est de s'appuyer sur la population. Chaque fois que vous demanderez à la population sur un sujet, qu'est-ce que tu évoquais, ta rocade, Gilbert, ou sur n'importe quel autre sujet, ou sur chaque fois qu'on demandera aux gens finalement comment ils vivent et comment ils voudraient vivre, ils vont mettre en avant des problématiques liées au cadre de vie, au bien-être, à la santé. Et du coup, ça donne de la légitimité pour agir. De même, faire travailler les universitaires, faire évaluer, c'est aussi une manière d'avoir de la légitimité. Moi, je ne l'ai pas acquise simplement parce que j'avais une barbe blanche. Elle n'était pas blanche avant. Donc, mais parce qu'il y a des arguments pour ça. Sur la faiblesse ou le peu de développement des CLF, il faut avouer que la majorité, peut-être que ça change, mais la majorité des directeurs généraux d'ARS sont plutôt contre le fait que les élus se mêlent de ces trucs-là, quoi. Ça leur casse les pieds, c'est compliqué, il y a 36 000 communes, donc 36 000 avis, et je ne parle pas des minorités et des majorités. Ça complexifie pour un DG ARS. Voilà, il a déjà du mal avec ses hôpitaux, du mal avec ses libéraux, du mal avec ces maisons de retraite. Si en plus il faut qu'ils tiennent compte des avis des élus, de leur volonté de faire ceci ou de faire cela, ils ne s'en sortent pas. Donc objectivement, et pour avoir été pendant 10 ans à la CRSA par contre, je l'ai vu de très près, il faut une vraie volonté du DG ARS pour que il faut une vraie volonté, une vraie conviction que la politique qu'il veut mettre en place ne peut advenir que si les collectivités s'en mêlent, sinon ça n'arrive pas. Et de ce point de vue, la pandémie a donné aux élus de vrais outils, de vrais arguments pour convaincre les ARS que sans eux, sans les élus, sans les collectivités locales, ça aurait été absolument une catastrophe. Et donc, former les élus, former les DG ARS, bien sûr, on l'avait fait, vous l'avez rencontré plusieurs fois, mais former aussi les élus. Et donc, je rappelle que ESPT a édité des actes, donc ça serait bien que sur le site, il soit complètement accessible. Il y a les webinaires, ça sert à ça. Alors, évidemment, on aimerait bien qu'il y ait un élu de chacune des 36 000 communes qui nous écoutent aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Donc, à chacun de vous présents ici d'être aussi des ambassadeurs de cette affaire-là. Le CLS, c'est un outil formidable, à la fois de mobilisation, mais aussi d'action. Tout à fait. Je passe la parole à Yves et ensuite à Daniel. Et après, moi, j'aurai une question pour Laurence. Merci. Moi, j'ai quelques réactions. Laurent a évoqué le fait qu'il y a 36 000 communes. Ça veut dire qu'il n'y a pas des élus à la santé partout, bien sûr. La plupart du temps, il n'y en a pas. Les élus sont, il y a des nouveaux, il y a des anciens, et les nouveaux qui arrivent, c'est des citoyens comme les autres qui ne savent pas plus sur le territoire que ce que savent la majorité des citoyens et qui doivent découvrir. Et moi, j'ai un constat, c'est que la majorité des élus ne savent pas, même si on évoque même les CLS, éventuellement, ils n'en ont même pas entendu parler. Les CLSM non plus, les CPTS, etc. C'est très difficile de savoir. Et donc, le temps d'apprendre ça, alors qu'il n'y a pas vraiment… Quels sont les outils, c'est-à-dire quels sont les outils à disposition des élus locaux, pour se dire ce que vous pourriez faire au quotidien dans votre activité pour la santé, alors que la santé ne fait pas partie de ce que vous considérez comme habituel pour vous, eh bien, c'est pas si facile que ça à trouver, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. Ce qu'évoquait Gilbert sur l'analyse des besoins sociaux, qui serait complétée de l'analyse des besoins sanitaires, ça me semble absolument essentiel, parce que ça fait des outils
posées sur la table pour ceux qui arrivent, qui ne savent pas, qui peuvent aller regarder. Et puis, j'ai une question très, très pratique, et là, ce serait plutôt pour Laurence peut-être. J'ai un exemple concret. Les trains franciliens sont tout neufs, certains d'entre eux, et ils ont été commandés sans toilette. Alors, j'insiste là-dessus, ce n'est pas de la blague. Comment est-il possible de faire une politique de transport, de commander des trains, ce n'est pas des commandes de quelques euros, dans lesquels on a décidé qu'il n'y aurait pas de toilettes parce que c'est trop compliqué à maintenir. Et c'est des élus locaux, c'est en particulier des élus territoriaux qui éventuellement qui décident ça. Comment se fait-il que ce soit possible dans un pays comme le nôtre? Et je pose cette question à Laurence peut-être par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, par rapport à ce qu'on peut savoir ou à l'international, au droit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, en fait, pour élargir un petit peu à la question des transports, c'est vrai que la santé dans la politique des transports, j'ai beau avoir cherché des exemples, je n'ai pas trouvé grand-chose, notamment au niveau de l'Union européenne. Hein, même si parfois on voit la mention de l'article 168, en fait, on s'aperçoit que c'est juste voilà, symbolique, mais très peu de choses, très peu de réflexion. Donc, pour les trains, je ne sais pas, mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé au niveau de la pollution causée par les automobiles, c'est que dans le contentieux que je regarde régulièrement, lié à la pollution, la qualité de l'air, etc., encore beaucoup de décisions de justice, il n'y a aucune mention de la santé. Donc, encore une fois, je pense que ça rejoint ça, c'est que dans cette réflexion sur les transports globalement, donc que ce soit ferroviaire ou automobile, ou autre, cette dimension-là est encore très, très, très minimale. Voilà. Merci. Pardon, Daniel, tu avais demandé la parole. Oui, non, je voulais parler du premier adjoint, enfin du poste de premier adjoint, mais je profite de la question de Yves sur les trains. Alors, je ne connaissais pas l'histoire des trains de banlieue sans toilette. Je vais en profiter pour demander ça à mon maire, président de la MIF, parce que comme c'est lui qui s'occupe d'IDFM Mobilité. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les trains, par contre, on ne parle pas santé, toilette, mais on ne parle jamais aération et qualité de l'air. On a vu pendant le Covid, enfin on voit encore, hein, moi, sur Twitter, je vois tout un tas de gens, ils ont pris un capteur de CO2, ils sont dans le train, dans le TGV qui est fermé, qui n'ouvre pas les portes entre Paris et Lyon, ils arrivent, ils ont 4000 d'indications et personne ne s'intéresse à la qualité de l'air dans les transports. Alors, le train, c'est vraiment... encore le RER, comme il s'arrête souvent, ils ouvrent les portes, mais le métro, non, etc. Et donc ça, c'est que je ne comprends même pas comment... Covid ou pas Covid d'ailleurs, hein, comment on ne s'intéresse pas à ces sujets. Non, je voulais revenir sur l'histoire du premier adjoint, parce que je suis première adjointe, mais de la place de l'élu à la santé dans le tableau des élus, Laurent a raison, c'est très, très important. Alors, heureusement, ça a un peu évolué quand même, parce qu'il y a 20 ans, 15 ans, Laurent, tu te rappelles, les élus à la santé, ils étaient élus aux affaires sociales, handicap, senior, santé, loin, 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 et puis on était toujours en rapport un peu avec le CCAS. Heureusement, ça a changé, la santé, c'est devenu une délégation pour certains à part entière, et souvent déconnectée du social, et il faut la déconnecter du social, parce que la santé, c'est l'affaire de tous, et pas seulement du CCAS. Je fais la même chose avec les seniors. J'ai sorti les seniors à Évry du CCAS parce que les seniors, c'est tout le monde, ce n'est pas seulement les gens en difficulté. Et sur la santé, il y a de plus en plus d'élus qui ont des délégations qui au départ paraissaient un peu bizarroïdes, mais qui sont très liées. Par exemple, maintenant, on a des élus santé et urbanisme. Ça arrive dans plein de villes, et heureusement. Moi, je suis santé et transition écologique. Et heureusement, et c'est bien parce que du coup, on fait la liaison avec santé environnementale, on fait la liaison avec tout ça. Mais c'est vrai que le poids politique de l'adjoint qui porte la santé, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'il est bien placé ou pas bien placé dans le tableau, même si ce n'est pas une compétence publique, ça on le sait. Et pour l'agglo, c'est pareil, enfin pour les agglos, pardon, moi je suis déléguée à la santé dans mon agglo, Grand Paris Sud, 23 communes, etc. Et je suis volontairement, j'ai demandé à être au bureau de l'agglo pour pas que ce soit un truc, une délégation qui serve pas à grand-chose. Alors, après, le revers de la médaille, c'est que quand on dit qu'on s'occupe beaucoup de la santé dans une ville, et ben en fait, comme moi en ce moment, on a tout le monde sur le dos.
c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, j'ai pas de médecin, etc. Et ça, et puis c'est à vous de le faire, et c'est vous qui, et c'est puisque vous dites que vous vous occupez de la santé, bah, c'est à vous de nous trouver les médecins, y compris mes 3 fameux du centre de santé municipal qui se sont barrés et que j'arrive pas à remplacer, et donc c'est de votre faute, etc. Le revers de la médaille, c'est qu'on prend tout dans la tête, hein. C'est-à-dire qu'on est responsable de tout, du coup. Bon, ça, on sait s'en sortir, mais non, mais la place de l'élu dans le tableau, c'est très, très important, parce que ça situe tout de suite la volonté politique d'une équipe de mettre la santé en haut ou alors tout en bas, quoi. Alors, j'avais une question moi, pour Laurence. Laurence, si on devait réfléchir à enrichir le droit français, donc non pas de faire un grand pas, mais est-ce que dans la soft law, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse de plus pour que la santé dans certaines politiques soit plus encadrée sur le plan juridique? Qu'est-ce qu'il faudrait que on pourrait, nous aussi, au sein de SPT, essayer d'avoir aussi, de militer, d'avoir ce plaidoyer aussi sur cet encadrement juridique, ou encadrement, ça fait un peu cadre, c'est un cas de le dire, mais d'un point de vue très pragmatique, qu'est-ce que l'on pourrait demander? Et bien, sur le plan juridique, j'ai remarqué quand même que déjà la formulation santé dans toutes les politiques, c'est pas très évocateur en fait pour les juristes, etc. En revanche, il y a quelque chose qui existe déjà, c'est ce qu'on appelle l'approche intégrée du handicap ou de l'égalité homme-femme, qui est déjà mis en œuvre et reconnu en droit français. Et aussi au niveau de l'Europe et dans d'autres pays. Donc ça, on pourrait tout à fait dire, mettons en place une approche intégrée de la santé, que ce soit la reconnaître dans une loi ou alors la déployer à différents échelons. Et ça, peut-être que ça serait plus parlant. Ça reviendrait un peu à la même chose, mais je pense que l'approche intégrée, c'est peut-être une piste pour renforcer un cadre juridique un petit peu trop faible et donner un petit peu plus d'outils. Voilà. Et moi, j'avais une petite question, j'en profite. Je connais mal un peu les démarches. Est-ce que vous faites, par exemple, du plaidoyer vis-à-vis de villes qui seraient, par exemple, très hermétiques à la question de la santé, ou parce que je pense qu'une formation par les pairs, par les élus, entre les élus, c'est ce qui serait sans doute le plus efficace. Est-ce que vous avez déjà une expérience en la matière? C'est un peu, si on fait aussi ces webinaires, on invite, alors on a bien sûr notre réseau, mais chaque fois que quelqu'un a participé à un de nos webinaires, il est intégré dans notre réseau et on essaie de le faire savoir. Donc, par la curiosité, par le réseau, c'est par nos journées, par les journées nationales d'études, quand il y a un sujet du coup qui va particulièrement intéresser certains élus. Voilà, en tous les cas, il y a quand même un effet Covid, enfin, on peut quand même le dire. Et Laurent, c'est vrai, tu soulignais, mais que les élus à la santé, là je vois Madame Turial, vous venez de compléter aussi votre délégation. Vous êtes avec santé, solidarité, santé et politique pour la commune et santé et politique de la ville pour l'agglo. Vous êtes deuxième adjointe. Donc, on sent quand même que la santé d'abord est beaucoup plus présente dans les délégations des élus depuis les dernières élections et l'effet pandémie a quand même acutisé le sujet santé et les difficultés d'accès aux soins en ont remis une couche là où de toute façon, même si un élu ne voulait pas s'occuper de la santé sur son territoire, s'il est dans une tension de ressources médicales sur son territoire, de toute façon, il devra s'y intéresser de près ou de loin, mais il ne peut pas passer à côté. Oui, Gilbert, tu voulais compléter. Oui, je vais juste un peu compléter. Mon expérience personnelle, par exemple, moi, je suis venu à ESPT par la directrice du CCAS
qui m'a parlé de SPT. Le rôle des collaborateurs, vous savez, un élu, il ne peut pas tout faire. Et donc, il y a des collaborateurs dans les mairies, par exemple les coordonnateurs de CLS, de CLSM, les agents des CCAS, etc., qui, eux, ont entendu parler, surtout pour les jeunes élus, hein, ceux qui débutent un mandat, qui leur ont parlé de SPT, et c'est en tout cas, une des pistes sur lesquelles on travaille. Après, on ne va pas taper systématiquement à la porte des élus pour dire venez, venez. Bon, il est certain que le fait d'organiser des journées nationales d'études, de webinaires, de se faire connaître, nous sommes reconnus par le ministère comme tête de réseau, hein, donc ça permet d'évaluer petit à petit. Mais progressivement, on voit quand même que ces mandats d'élus à la santé sont en train petit à petit de s'ouvrir. Laurent, avant de te donner la parole, je n'ai pas salué, parce que c'est quelqu'un qui a démarré avec nous les webinaires pour les nouveaux élus, mais nous avons une représentante de Kourou, Madame Papex. Donc, est-ce que du côté Kourou, des fois c'est quand vous êtes sur Paris, là je ne sais pas si vous êtes à Kourou ou si vous êtes sur Paris. Je suis à Kourou. Vous êtes d'accord. Donc quand même, hein, ça vaut. On vous fait quand oui, même merci. Un accueil particulier quand même de vous connecter aussi loin et d'être fidèle à nos webinaires. Donc comment est-ce que la santé dans certaines politiques en Guyane a progressé? En tous les cas, c'est difficile parce que donc là c'est une nouvelle élection du même maire, donc à peu près même équipe, sauf que moi je suis arrivée sur des territoires qui étaient déjà occupés et je sens que ça dérange. Et par exemple, dans la politique de la ville, j'ai du mal. J'ai du mal avec l'élu de la politique de la ville. Par contre, c'est la responsable de la politique de la ville qui m'a orientée vers vous. Voilà, donc elle est ouverte, mais voilà, donc elle est un petit peu pieds et mains liés et c'est assez difficile. Donc là, je veux essayer de développer un contrat local de santé, mais au niveau de la Comcom, de la communauté de communes. Donc là, je pense que les maires adhèrent bien. On doit le passer au prochain conseil. Je ne sais pas si ça va passer parce que le problème, c'est combien ça va coûter. Alors, la ville de Kourou est en déficit. La communauté de communes n'est pas encore en déficit, mais bon, ça va certainement venir. Donc, le sujet, c'est si ça nous coûte, on ne veut pas. Voilà. Donc, et puis il y a des choix qui sont faits. Voilà, ils sont plus ou moins critiquables. Voilà. Et la santé, c'est l'ARS. Et la santé, c'est pas la ville, c'est pas. Alors bon, oui, on a besoin d'introduire de la santé dans les communes isolées, mais voilà, mais c'est plutôt, on se tourne plutôt du côté de l'ARS. Ceci dit, l'ARS m'aide pas mal pour le contrat local de santé. Ah oui. Voilà, donc oui, l'ARS est ouverte pour qu'on développe un contrat local de santé. Donc, moi, j'essaie ce que j'ai dit, hein, c'est bon, parce que je demandais à l'ARS de venir l'exposer, le contrat local de santé. Je leur ai dit surtout, vous dites que ça ne va pas coûter grand-chose. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est le nerf de la guerre. Si ça coûte, on dira non. Donc, voilà mes difficultés. Ouais, donc, difficulté vraiment d'élus de terrain. Mais le financement de votre coordonnateur CLS sera assuré par l'ARS ou ce n'est pas encore décidé? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Voilà, moitié-moitié. Donc, si c'était complet ARS, je pense qu'il dirait oui, allez, d'accord. Sauf que là, c'est moitié-moitié, c'est donc un bac plus 5. Donc, voilà, ça risque... Voilà, c'est un petit peu difficile, sachant quand même que les maires des communes isolées sont plutôt favorables.
Bon. Donc, il y a de l'espoir. On va voir. En tout cas, si on peut vous aider hors webinaire. Laurent, je pense que tu as beaucoup de choses à dire, du coup. On te laisse la parole. Non, mais oui, je pourrais. Enfin bon. Beaucoup de choses à dire, mais il reste 2 minutes officiellement. Un sur le plaidoyer, et puis ça répond en partie à la question de Laurence, mais aussi à d'autres. Évidemment, ESPT a été créé pour faire ce plaidoyer, c'est-à-dire pour essayer de faire la preuve, de montrer, de diffuser et d'aller voir les uns et les autres. Mais il y a aussi le réseau des villes santé OMS qui est plus ou moins actif. Il a été plus actif, il l'a été moins. Bref, en tout cas, c'est aussi une structure de plaidoyer. Il y a la Fabrique Territoire Santé qui travaille beaucoup, qui travaille bien plus en direction des collaborateurs d'élus qu'en direction des élus. Mais il y a au moins ces 3 structures qui sont faites pour ça, si je puis dire, qui se sont en tout cas donné cette mission. Mais il faut bien dire que l'AMF, par exemple, l'Association des maires de France, n'a jamais trouvé le moindre intérêt à ESPT. Alors, ça change peut-être un peu, il y a eu des liens, mais ce n'est pas ça leur truc. Leur truc, c'est comment on finance les hôpitaux, comment on fait venir des médecins. Ça, à la rigueur, ça l'intéresse. Mais la santé telle que la santé au sens OMS du terme, enfin au vrai sens du terme, ça n'intéresse pas ou ça intéresse très peu l'AMF. Les ARS, je l'ai dit, sont réservés sur le fait que les collectivités locales viennent leur dire faut me payer un poste de collaborateur, de chargé de mission CLS, et puis je ferai de la santé. A fortiori, si ça va déboucher sur des actions pour lesquelles la ville va demander légitimement un cofinancement ou un soutien aux associations qui font. Bref, ça va coûter à l'ARS. Alors que mon sentiment, mon expérience même, c'est que ça ne coûte pas beaucoup à la ville. Oui, il faut au moins une chargée de mission, quelqu'un pour animer ce bazar-là, faire les réunions, diffuser. Mais les actions elles-mêmes, ce n'est pas la ville qui va les payer. Voilà. Enfin, moi, j'ai le sentiment que cette action-là ne coûte pas très cher. À l'inverse, agir pour améliorer l'offre de soins, c'est-à-dire faire venir des professionnels, voire créer un centre de santé municipal. Tout ça, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Enfin, c'est aussi de ça dont il s'agit. Mais en l'occurrence, mettre de la santé dans toutes les politiques, faire en sorte que sur un projet d'aménagement, on fasse une concertation publique et que les habitants disent ça serait bien, et sur la santé, qu'est-ce que ça va avoir à faire, et donc donner de la légitimité à l'élu chargé de la santé, ça ne coûte pas très cher. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. On met de la santé dans des politiques existantes. On ne rajoute pas quelque chose. Et à ce moment-là, il me semble que ça passe un peu mieux. Il faut faire du plaidoyer donc, auprès des ARS, mais pas simplement du DG, aussi du responsable de la santé publique, du responsable du PRAPS, puisqu'on est clairement dans quelque chose qui s'intéresse aux questions des inégalités sociales. Il faut aller voir les cabinets ministériels et pas simplement celui de la santé, mais le cabinet de la ville, le cabinet de l'intérieur, le cabinet du logement, le cas échéant, si on a des choses à dire. Et puis, vis-à-vis des villes, moi, je comptais en 20 ans, j'ai dû aller dans pas loin d'une 50aine de villes. La dernière, c'était à Saint-Germain il y a 2 jours, Saint-Germain-en-Laye il y a 2 jours. Voilà, faut prendre son bâton de pèlerin et puis raconter ses histoires et puis dire regardez comme c'est formidable, et puis les habitants sont contents. Si les habitants sont contents, ils vont voter pour le maire et donc tout le monde est content, quoi. Je veux dire, il y a vraiment un plaidoyer argumenté à faire. On revient sur l'intérêt aussi de la recherche pour mettre ça en œuvre. Tous les travaux qu'on a pu faire avec Thierry Lang, aussi avec Tabuteau, pour montrer que les politiques locales de santé, ça existe, ça a du sens, ça met de la santé dans toutes les politiques. Tout ça, c'est voilà. Après ça, oui, on espère toujours que ça va beaucoup plus vite que. On pourrait faire d'autres webinaires sur le sujet. En tous les cas, je pense qu'il y aurait de quoi alimenter. Je vais laisser Yves conclure. En tous les cas, Martine, si vous avez besoin, je vois quand même, je fais juste une toute petite parenthèse. Moi qui suis dans le comité de pilotage des CLS sur la région Île-de-France, le prochain référentiel, on sent quand même un mouvement. En tous les cas, c'est aussi un message pour Madame Vigneault. Aussi, n'hésitez pas, qui est quand même de rendre pérennes ces financements de coordonnateurs CLS. On sent
aujourd'hui. Et Laurent, d'ailleurs, moi j'ai été frappée en allant aussi au master, aux 20 ans du master, de voir combien d'étudiants du master sont devenus des coordonnateurs CLS, CLSM, coordonnateurs CPTS. C'est voilà, plein de choses en commun, hein, sur ce diagnostic territorial santé et sur ces actions santé d'un projet local santé. Je pense quand même qu'il y a un mouvement qui est que les CLS ne doivent pas répondre uniquement aux besoins de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, mais s'intègrent aujourd'hui beaucoup plus dans le conventionnement d'un projet local de santé qui répond à beaucoup d'objectifs à la fois en prévention, promotion et accès aux soins, et qu'il y a en tous les cas une volonté de la part, en tout cas je parle de l'ARS Île-de-France, d'essayer de pérenniser et d'avoir des financements plus pérennes. Et pour Martine, vous à Kourou, si vous avez quand même beaucoup de QPV à Kourou, vous en avez combien de QPV? Quartier politique de la ville? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Ok, parce qu'il y a les ARS qui financent en totalité, donc peut-être pousser un peu le financement de votre coordonnateur. Je pense que l'ARS a tout intérêt à ce que vous mettiez en place un contrat local de santé. Voilà, on a un tout petit peu débordé, j'en suis désolée. Un grand merci déjà en mon nom, mais je laisse Yves terminer. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Merci pour votre fidélité, merci à nos remarquables intervenants. Et je laisse Yves beaucoup à vous. Clôturer. Merci, donc je vais vraiment aller très très vite, simplement pour dire merci, c'était très très riche. Je trouve que ce partage entre d'un côté la logique institutionnelle, réglementaire, le poids du droit en santé qui est très important et qu'on oublie souvent quand on est un professionnel et qu'on la bonne volonté, ce qu'a montré Laurent, qui est si on est très motivé, tout le monde doit s'y mettre, on se retrousse les manches, on fait des choses, mais le passage à l'échelle pose un petit problème en ce moment, on le sent bien. Et dans ce passage à l'échelle, il n'y a pas que la bonne volonté qui va pouvoir aller plus loin. Alors, l'idée des CLS généralisés, des CLSM généralisés, c'est une bonne idée, mais on sent bien que ça reste objet de négociations locales presque. C'est difficile, il y en a pas partout, elles ne sont pas toutes efficaces. Enfin, tous ces dispositifs ont besoin d'être un tout petit peu pérennisés. Et le droit, on ne doit pas oublier, c'est un côté un peu formel de comment passer à l'échelle en mettant en place des mécanismes. Il me semble que ce serait ça pour moi la conclusion de ce webinaire. Mais il y a encore plein de choses à dire. Donc, merci à vous tous et à très bientôt pour continuer. On n'entend plus, mais je pense qu'on va pouvoir... Merci à tous. J'ai fait en mimétisme. À bientôt, bonne fête et encore un grand merci à Yves. Bonne continuation à tous. Merci à Laurent. tous. Merci à tous. Bonne journée. Et à tous les participants. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.